Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve encore pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 51, qui s'est étalé du 15 au 21 décembre 2025. On approche de la fin de cette année 2025, parce que là, on attaque dans la vraie vie la semaine 3, la semaine 2 est 100% enregistrée. Il restera les semaines 52 et 1 où j'étais en vacances, ça va prendre un peu de temps à l'enregistrement, mais on a bien avancé récemment, c'est cool. On est globalement à un épisode enregistré par jour, sauf que l'escalade c'est plus compliqué, j'ai moins le temps, mais sinon, on est régulier en ce moment, ça fait plaisir. L'épisode devrait glisser plus ou moins rapidement. On n'a que 7 œuvres à traiter pour cette semaine 51. Un comics et 6 mangas pour seulement 4 séries différentes. Depuis hier, pas grand-chose. Juste, je me suis bien fait arracher la gueule aujourd'hui au boulot en quantité de travail. La grosse palette de la robinetterie qui est arrivée et qui prend un temps fou à vider chaque carton dans les étagères, à traiter informatiquement, à jeter. C'est un bordel. Et en plus de ça, on a eu 5 palettes pour faire les travaux au rez-de-chaussée qui sont arrivés, qu'il fallait descendre du camion du mec pour ranger dans le magasin. Et les palettes faisaient pile, mais genre vraiment pile pile pile, la longueur de la porte. J'ai passé un temps conséquent à vider son camion et à ranger notre magasin. C'était bien la course ce matin, c'est vrai que c'était un peu mieux, mais ça m'a un petit peu attaqué, je pense. Mais bref, on va pouvoir discuter tranquillement, histoire d'aller mieux et de se faire du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à me dire comment vous allez, et à vous abonner ou à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Bon visionnage! Tout d'abord, j'ai lu le volume 8 de Shouha Shoten. C'était plutôt pas mal. Je maintiens encore une fois que le concours a une longueur certaine. 3 volumes, je pense qu'on est sur ce concours-là, et c'est ce qu'on va avoir jusqu'à la fin de la série. C'est-à-dire que plus de la moitié de la série est sur ce concours uniquement. Ça me paraît être un peu long. Alors, c'est le dernier de l'œuvre, c'est pour montrer l'évolution des héros et leur offrir une belle victoire. Mais du coup, peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'autant de concurrents de haut niveau et des histoires de tout le monde, tout le monde. Peut-être qu'il y avait moyen de faire un peu plus d'arc, ou je sais pas, c'est bizarre comme rythme pour l'œuvre globale. Alors que c'est plutôt pas mal. On a les Brutus, donc les deux filles qui sont parties très tôt, qui ont commencé très tôt leur passage, qui se font enfin éliminer de la première place provisoire, et qui donnent tous leurs rêves et tous leurs espoirs à notre duo principal. Ça fait plaisir de voir un passage comme ça. Pas du tout, je mélange les choses. Brutus, c'est un mec qui était hyper méchant avec un de nos personnages principaux. C'est pour ça que c'est cool qu'il donne tout aux personnages principaux derrière. Parce que ben, il jouait son rôle de méchant jusqu'au bout, ça a pas suffi pour gagner, donc ben, il assume c'était juste un rôle et donne enfin tous ses espoirs envers celui qui l'a embêté. C'est mignon. Ensuite, on suit le sketch de bol de riz. C'est 3 potes, ils sont juste extrêmement cons, c'est pas très ouf. Genre ils font une pyramide, donc on n'entend pas celui qui parle, qui est en haut et donc loin du micro. Le reste du sketch est un peu vide, et après ils refont une pyramide. Heureusement, on a un flashback pour montrer que c'est 3 potes. Fin de ce qu'il a raconté dessus. Tu vois, ça, par exemple, c'est peut-être pas la peine de l'ajouter dans un manga. Ça apporte un peu d'humour, mais si c'est tout, c'est peut-être pas nécessaire dans un manga qui est déjà basé sur l'humour, mais avec des personnages. Derrière, on a les Jacqueteurs, qui sont un peu les rivaux slash mentors principaux de notre duo depuis le début. Ils sont à la fois habitués à l'échec, parce que vous avez vu perdre plusieurs fois dans le manga, qu'ils sont prêts à affronter tout type de salle, parce qu'ils se sont déjà fait avoir plusieurs fois par une salle qui a été
calmés par un groupe à la con juste avant. Ils sont extrêmement forts par leur expérience. Je retiens pas grand-chose de plus de mon côté en tant que lecteur, mais ils sont extrêmement forts. Ils peuvent détrôner les filles, qui ont quand même une belle récompense pour leur performance, bien méritée. Azemichi est beaucoup plus sûr de lui, ça fait plaisir parce que de toute façon ça va bientôt être son tout dernier passage, donc il serait temps. C'est un peu arrivé sans prévenir, mais on prend quand même. Et enfin, volume dense, c'est aussi pour ça qu'il a une jolie note. On a le duo Rising, et c'est ça qui m'a plu le plus dans ce volume, leur flashback à eux. On a un fanatique d'humour qui organise un concours avec toute sa classe pendant toute l'année en donnant des thématiques d'humour. Ensuite, tout le monde vote pour celui qui a été le plus drôle sur cette thématique. Et à la fin, il fait un duo avec celui qui a le plus de points sur toute l'année. C'est trop cool. C'est le seul à remarquer les efforts de quelqu'un que personne d'autre ne voit, alors qu'il le déteste en plus, c'est ça qui est beau. Et donc il est prêt à abandonner tout son système, tout son honneur, et à tout faire pour acheter un type qu'il déteste parce qu'il adore l'humour qu'il est le seul à avoir décelé. C'est très cool, c'est très gamin, mais bah, c'est la thématique du manga, ça marche très bien. Et heureusement qu'il y a eu ça, sinon ça aurait été un tome un peu trop chargé et un peu trop long pour ce qu'il y avait derrière. Avec ça, on est bien, et j'ai encore passé un bon moment, donc un A. Mais attention la prochaine fois, hein. Ensuite, j'ai lu Le Capital de Karl Marx dans la collection Cours au savoir. Et cette fois, c'est vraiment le dernier de cette collection. Il y avait un indice subtil pour que je puisse m'en rendre compte. J'ai commencé ma mini-critique par tout lu pour l'exclamation, qui sous-entend, derrière de multiples couches de réflexion et de cachette, que j'ai lu tous les cours au savoir avec ce volume-là. Et donc ça fait plusieurs semaines que je me demande à chaque tome, est-ce que c'est lui le dernier? Peut-être que je ne fais aucun effort, mais au global, c'est très dommage cette collection. Pas assez apprenant pour être pertinent au niveau philosophie ou savoir, et pas assez prenant pour être intéressant au niveau manga pur et dur. Parce que là, on a un petit boulanger tout heureux, avec un sacré syndrome de l'imposteur par rapport à sa femme, qui est d'une classe sociale beaucoup plus élevée que lui. Après, j'ai même écrit syndrome impostelou. En japonais, je pense, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Il y a un vieux pote à eux qui revient, qui est lui aussi de la haute comme sa femme, mais qui prend la peine de lui apprendre le capitalisme pour avoir un allié pour faire tomber le maire de leur ville, qui a un poil trop bouffé de la ville en général. Malheureusement, dans ce plan de longue haleine niveau économie, notre personnage principal part beaucoup trop loin et devient clairement un monstre capitaliste à tout se faire perdre tout seul. Il perd la confiance de tous ses employés parce qu'il les traite n'importe comment à cause du capital. Il perd sa femme parce qu'il a l'impression qu'elle le trompe avec son pote qui fait partie de la haute, qui est bien plus méritant que lui. Perd la vie, carrément, parce qu'il va beaucoup trop loin et fait des trucs illégaux. Heureusement pour lui, les gens se rendent compte que c'était une étape essentielle pour aller vers le mieux, parce qu'avant de mourir et d'aller trop loin, bah, il a quand même débarrassé l'étape d'avant, ce qui a permis de se libérer quand même. C'est pas une bonne morale, hein. Si il faut que tu sois mort pour que t'arrêtes ton plan et que ton échec total fasse non, c'est bon, du coup, on est mieux qu'à ce qu'on en avait avant son apparition, donc c'est bon, c'est un héros. Et en plus de ça, c'est saupoudré de cours d'économie rébarbatifs tout le long, avec un rythme pas très réussi, et c'est vraiment genre trop séparé. Et l'intrigue est ça. Et de toute façon, waouh, l'intrigue. Alors oui, le capitalisme c'est de la merde, bien évidemment, mais c'était pas la peine que le manga le soit aussi, quoi. Oh, c'est tellement bien dit. Allez, ça dégage, c'est un C. Ensuite, j'ai lu mon troisième Marvel Must Have du mois de décembre,
qui n'est autre que Venom: La naissance du mal. C'est mon premier comics Venom. J'ai eu la chance de ne pas voir les 3 films, je pense que c'est pas une grosse perte et sinon je l'ai croisé dans plusieurs comics pardon, où il y a pas mal de personnages et évidemment, dans les 2 films Spider-Man où il apparaît. Mais bon, c'est pas quelqu'un auquel je suis, très attaché. Les personnages juste, violents et méchants, c'est pas ce qui me plaît le plus. J'aime bien quand il y a un peu plus de nuances et d'intérêt au niveau du personnage. Et malheureusement, j'ai mal commencé ma mini critique parce que j'ai oublié un mot très rapidement. J'ai écrit: «J'adore le Eddie et son». Son quoi? Non, parce qu'on découvre le personnage de Eddie Brock. J'aime beaucoup son histoire, son caractère. Il passe son temps à dire que tout ce qui lui arrive de mal, c'est de la faute des autres, dans tous les sens, même quand c'est purement et simplement, faux et de manière évidente. Parce que, ben, c'est un gros loser. Il préfère s'en sortir avec un énorme sourire de Golemon comme ça, et dire que tout est de la faute des autres. Parce que, ben, c'est quand même plus simple à assumer que d'avoir fait des erreurs, d'être une sale merde, et de devoir s'améliorer. C'est quand même bien plus simple comme ça. Mais, hormis, cette présentation que j'aime bien, qui est plutôt intéressante et qui est un personnage, derrière on a Venom qui se ramène, qui lui dit: «Tiens, on a grave des points communs!» Il y en a un qui a les connaissances de Spider-Man, l'autre qui a une couverture, les 2 sont pleins de haine dans tous les sens, donc techniquement, ils peuvent s'allier et devenir, beaucoup plus forts pour leur ennemi commun. Parce que oui, Brock déteste Spider-Man, parce que, ben, c'est toujours sa manie de con de dire que tout est de la faute des autres. Un monstre tombé sur Spider-Man, la faute a pas de chance. Le combat est un peu violent, mais même pas tant pour voir ce que peut être ou faire, Venom. Et surtout, c'est un énorme con. À un moment, il rend KO Spider-Man et il l'attache dans une cloche géante d'église, alors que son point faible, c'est le son. Est-ce que ce serait pas un peu stupide de ramener ton propre ennemi dans ton propre point faible, par toi-même? Tu sais, hein, l'auteur, si tu veux pas que, ton personnage s'en sorte grâce à des miracles à la con, faut pas le mettre en situation trop dangereuse. Faut équilibrer les menaces par rapport à ce que tu peux faire comme porte de sortie. Et malheureusement, ben, même si j'aime bien le début, sa présentation de Eddie Brock, une fois que c'est fusionné avec Venom, ça devient trop simple, trop vide, complètement oubliable. Oui, il poursuit Spider-Man, oui, il menace MJ, oui, il y a un combat un peu cool. Ça raconte quoi? Bah, rien. Oups! On a oublié de raconter quelque chose. Alors qu'on a un personnage intéressant qui se fait complètement manger par Venom. Derrière, Eddie, il a plus grand-chose à dire ou à faire et c'est super dommage. Donc un simple B. Oh non, la pause de 10 minutes dans l'enregistrement. Juste, comme j'avais trop hâte de faire du Komorebi, je suis rentré, j'ai fait 4 heures et paf, direct j'ai enregistré. Et tout à l'heure, en enregistrant les 3 premières œuvres, je me suis dit: «Attends, mais j'ai un peu froid là». Je fais: «Ah ouais! J'ai même pas allumé le chauffage en rentrant effectivement». Genre, le deuxième truc auquel je pense en rentrant, c'est Komorebi, et le troisième, c'est le chauffage seulement. Le problème, c'est qu'en mettant le chauffage, j'ai rallumé mon téléphone, donc beh, j'ai répondu à des trucs, puis hop, on m'a appelé, donc j'ai répondu, après j'ai fermé mes volets, et me voilà enfin. Dommage, moi qui étais bien parti. Encore les petites pauses qui me font perdre un temps de zinzin dans les enregistrements. Ensuite, j'ai lu le volume 1 de JoJo's Bizarre Adventure, partie 5 Golden Wind, qui est maintenant celle que je ne connais le moins, parce que la partie 4, voilà, celle que je connais le moins plus ou moins. Partie 1, animé manga. Partie 2, animé manga. Partie 3, animé manga. Partie 4, animé manga. Partie 6, animé manga. Partie 7 et 8, uniquement en scan. Partie 9, uniquement en manga. Et la partie 5, j'ai vu une fois l'animé à sa sortie, et j'en ai pas grand souvenir. Je me souviens des personnages de l'équipe, je me souviens globalement de l'intrigue,
mais c'est pas grand-chose d'autre. En même temps, passer juste après la partie 4, c'est difficile. Et c'est là, je vais choper, toutes les autres séries JoJo, d'occasion, en violet, même la partie 6, ça je suis bien tombé pour, l'avoir, d'occasion à un bon prix en violet. Par contre, la partie 5, qui est la toute première, est sortie en France en, 2007, qui est passée en violet en 2022, je crois de mémoire, un truc comme ça. Elle est disponible en blanche partout et en violette nulle part. J'ai fait le tour de 4 librairies près de chez moi, c'était blanc à chaque fois, donc je finis par abandonner, m'acheter la série en blanc, et donc on va rattraper ça petit à petit. Je me pose 2 questions avec ce premier volume. Pourquoi est-ce qu'il fait seulement 120 pages? Alors oui, derrière, il y a une petite partie pour expliciter l'univers de JoJo et les parties précédentes. Ça fait 5 pages. Il en manque, encore un peu pour faire un tome complet. Le tome est très court et très petit. Et ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'appelle Blono, ce personnage? À quel moment la traduction officielle en français, c'est Blono? Ah, c'est Bruno pour moi depuis le début. C'est moi qui suis devenu fou ou mes mémoires me jouent des tours? Ouais, ok, c'est bien ça, la traduction a changé entre temps. À la base, c'était Blono Buccellati et c'est devenu Bruno Buccellati. Eh, c'est quand même plus commun, Bruno, que Blono. Après, je dis ça comme si les prénoms des autres de l'équipe c'était commun. Abakio, Mista, Narencia, Fugo, Giorno. Euh, on va peut-être enfin parler du volume. On a Koichi, qui est le personnage principal de la série précédente, alors ce n'est même pas un Jojo, qui vient en Italie afin de rencontrer le prochain Jojo et découvre un personnage plutôt gris. Il est ok pour voler, pour se faire un peu d'argent et pouvoir vivre, mais il n'est pas ok avec les gangs parce qu'ils font du mal aux gens, physiquement et mentalement, bien plus qu'un simple vol, en les menaçant, en les droguant, en les en plongeant de plus en plus dans un enfer. C'est un bon prémisse, c'est une bonne idée pour le personnage principal, il peut être sympa à suivre. D'autant plus que celui-ci a une difficulté supplémentaire par rapport aux autres JoJo, c'est le fils de Dio. Alors, fait avec un corps de Joystar, mais un fils de Dio. Est-ce que ça sera utilisé à un moment, mais est-ce que ça peut être intéressant? Bien sûr que oui. On a un flashback, il a eu une vie de merde de A à Z, mais ça lui a permis de n'avoir peur de rien. Très vite, il doit faire face à un gangster qui enquête sur lui parce qu'il a tué quelqu'un. Bon, c'est des choses qui arrivent. Celui-ci a un... Les deux pouvoirs sont étranges d'ailleurs, hein. Parce que lui a un pouvoir de fermeture éclair, qui peut ouvrir tout et n'importe quoi, passer au travers, ranger les trucs. Pendant que Giorno a un pouvoir de vie, il peut donner vie à des objets. Quand on tape ces objets, on se reprend les attaques, ce qui est étrangement dur à placer. Mais si tu mets de la vie dans un humain, ça lui donne beaucoup trop d'énergie, donc son esprit va beaucoup plus vite que son corps, et ça crée un décalage et ça fait tout bizarre. Les pouvoirs sont pas très vendeurs et pas super bien utilisés non plus. Donc ces premiers combats dans ce volume-là, c'est pas mon délire. À voir comment ça évoluera. J'aime bien le comment est-ce qu'ils finissent par se rabibocher en trouvant des points communs dans leur état d'esprit. Et grâce à ça, ils sont prêts à céder, à remonter toute la piste de la Passione, donc la mafia qu'il y a en Italie, et sont prêts à la chambouler. C'est pas mon départ préféré, j'en ai pas des gros souvenirs. Fils de Dio, gang à faire tomber, esprit un peu gris, il y a quand même des bonnes bases pour que ça soit intéressant et différent. Ensuite, j'ai lu le volume 2 de JoJo's Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind. C'est pas évident pour mon cerveau. Je parle actuellement des volumes 1 à 3 de cette partie-là, que j'ai lu à la mi-décembre. Et là, on est actuellement à la mi-janvier quand j'enregistre ça, et je suis en train de lire les volumes 4 à 7. Là, pour le cerveau, il y a beaucoup de trucs qui se mélangent. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai un peu mordu. C'est dans ce volume-là que les deux combattants s'entendent, se respectent,
ont une discussion sur l'esprit et l'honneur, ça marche bien, et là, ils sont prêts à faire équipe. Mais alors, que contient ce premier volume de 120 pages? Vraiment pas grand-chose, je crois. Non, j'aime bien, ce que je disais tout à l'heure, hein, comment est-ce qu'ils finissent par s'appréhender et leur discussion sur l'honneur, c'est très cool à voir. Parce que, ben, l'honneur dans la mafia, ça peut être un gros sujet comme être un sujet qui n'existe pas du tout. Mais quand ça l'est, bah, c'est intéressant, ça marche bien, et je prends. Notre personnage est prêt à entrer dans la passionnée, découvre donc Polpo, un lieutenant de cette mafia, et doit tenir une flamme pendant 24 heures pour pouvoir montrer qu'il est digne de confiance. Pendant ces 24 heures, on a quelques petits gags au début. Ensuite, il finit par l'éteindre sans le vouloir, et c'est quelqu'un d'autre qui l'allume pour lui, ce qui fait qu'un stand automatique qui se déplace d'ombre en ombre le poursuit et est prêt à le tuer. Heureusement, Koichi n'était pas loin, puisque les deux personnages vont pouvoir se donner du respect mutuellement, alors que les deux n'étaient pas partis pour à la base. Pour Koichi, il était juste face à un voleur qui n'avait aucun honneur et qui en plus était le fils d'un ennemi de ses maîtres. Et pour Giorno, c'était juste un petit japonais trop naze à qui il a volé un peu d'argent, tu vois. Et franchement, le combat, même s'il est un peu longué, il marche pas mal avec ces trois postes-là. Un qui se déplace dans les ombres, un qui donne la vie et un qui fait de la gravité, techniquement. On a quelques passes très malines pour soit se déplacer dans les ombres malgré les obstacles, soit créer des obstacles pour ne pas se déplacer dans les ombres. Ça marche bien. Et entre Polpo, le respect entre nos deux personnages principaux et l'entente avec Koichi, on a l'esprit mafieux qui est quand même mieux présent et mieux montré, c'est tout de suite plus agréable. Et Giorno, pour un JoJo, il est pas trop mal. Parce que jusqu'ici, c'est pas les trucs que je préfère dans les différentes parties. Mais là, pour l'instant, il a son rêve de faire tomber la mafia, il a un bon esprit et un bon cœur de JoJo, il fait tout dans la confiance, mais en ayant quand même des plans raisonnables et un esprit plus agréable à suivre que ce salaud de Joseph, par exemple, qui est lui aussi beaucoup trop basé sur la confiance. Le problème, c'est que ses plans, ils sortent de nulle part, et c'est genre en mode j'ai tout prévu, alors qu'il se fait rétamer tout le reste du combat, tu vois. Il me perturbe grandement ce personnage. Alors que Jonathan est full lisse, Jotaro aussi, Josuke il est inexistant dans sa partie. Donc peut-être le premier Jojo qui s'en sortirait pas trop mal. En attendant, meilleure réussite que le premier volume. Ensuite, j'ai lu le volume 3 de JoJo's Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind, et il sprint de fou, il s'en passe des choses. Giorno a réussi son test et en profite également pour punir Polpo, pour avoir tué des innocents. Il a un sacré bel esprit qui va être bien mis à mal par la mafia qu'il a affrontée, je pense. Ça va être intéressant à voir. Il, et nous aussi par la même occasion, découvre les 4 zigotos qui font partie de l'équipe de Blono, qui ont l'air d'avoir déjà leur propre ambiance et leur propre relation. Un bébête, un qui essaie de le cadrer, 2 qui s'en foutent un peu, un qui fait un peu son malin. Ça marche bien dans l'ensemble. Il arrive très vite à se faire respecter de leur part, grâce à un petit tour de passe-passe. C'est un peu dans son caractère, Blono le fait remarquer. Il a un talent certain pour s'attirer le respect ou la sympathie des autres, et ça marche plutôt bien. Toute cette petite bande a pour but de récupérer une grosse somme d'argent à donner à la passionnée pour pouvoir gravir les échelons et se rapprocher du boss qu'ils veulent faire tomber. Le plan est cool, le plan est clair, on a un fil rouge, ce qui est pas commun dans les parties de JoJo, donc allez, on fonce. Donc, petit trajet en bateau, au calme, toujours des bêtises et de la présentation des relations entre eux. Ils commencent à disparaître un par un sur un bateau, ce qui n'est pas chose évidente parce que le bateau n'est pas très grand et qu'il n'y a personne d'autre à l'horizon, et qui disparaissent genre dans des trous de cette taille-là, pour des humains
Il ne reste plus que 3 personnages debout, les 2 qu'on connaît, donc Giorno et Blono, mais également, Abbacchio, qui a donc ceci pour se présenter un peu et dévoiler son pouvoir, qui est un pouvoir qui va être compliqué de réutiliser parce que c'est super situationnel. C'est un rewind, simplement, qui permet de montrer les événements en passé, avec, exactitude, hein. Mais, hormis en espionnage et en compréhension, il va être compliqué à utiliser. Là, je suis intrigué de voir ce que Araki va faire de ça. Parce que là, justement, le pouvoir, il est hyper utile pour comprendre comment et où sont passés les autres. Et Giorno est même prêt à se sacrifier seconde 1 en faisant confiance à ces deux qu'il vient juste de découvrir. En mode, vas-y, je me fais avoir aussi, mais vous me suivez bien, et vous me libérez. Et justement, bah, Abbacchio et son pouvoir, et Blono et son intelligence, vu qu'il arrive à expliquer la méthode de leur adversaire qui est sacrément tiré par les cheveux, ça marche bien. Et derrière, ils sont tous prêts à accoster, avec Mista et Jojo et Giorno en avance. Un peu suspense, et Mista encore plus en avance des deux. C'est intéressant. Pour l'instant, on présente un peu l'équipe, avec le fil rouge qui avance. C'est très cool, bonne ambiance, mais je comprends en même temps que ça puisse ne pas marquer. Ça reste un A, mais en même temps, hormis la belle ambiance et le fait que ça s'enchaîne très vite, c'est dur d'accrocher les trucs pour l'instant. C'est vrai que 3 tomes. Je comprends que j'ai pu oublier pas mal de choses. Enfin, j'ai lu le volume 24 de Todag, Tales of Demons and Gods, et j'ai vraiment passé un moment très nul. Le volume était sacrément long à lire, parce qu'il n'avait aucun point d'intérêt auquel s'accrocher pour te donner un peu de rythme ou un peu d'envie d'avancer. C'était juste long, plat et mou. Notre personnage et le grand-père qu'il a rencontré retourne dans la ville principale. Il retrouve donc son beau-père, qui était quand même un peu méchant avec lui, parce qu'il était un peu forceur avec sa fille. Mais maintenant que Nili est épaulée par le père de son beau-père, eh ben son beau-père ne veut plus rien faire. Ouais, trop bien les histoires familiales comme ça. Et oui, parce que même si t'es le chef de la grande ville et que tu fais tout pour faire chier le héros depuis le début, quand y a ton père qui arrive, tu fermes bien ta gueule. Et Nili a mérité le respect de son grand-père parce que laisse-moi réfléchir. Parce que c'est Nili. Ouais, wouhou, ça c'est intéressant ça. C'est bien mérité comme récompense. Il a tellement l'ascendant sur lui qu'il peut même lui dire de s'entraîner pour pouvoir arrêter les bêtes plus tard. Bah, c'est tout. Il s'entraîne lui en confrontant les créatures qu'il a absorbées depuis le début. Et en s'entraînant, ça entraîne ses potes aussi. Parce que oui, pourquoi raconter les choses sur les potes? Pourquoi pas juste faire bah non, on bouffe son énergie et hop, on est bien aussi. C'est vrai que c'est vachement plus intéressant. Et ensuite, il y a de la famille Wu, qui sont des gens très balèzes du monde souterrain, qui arrivent. Notre petite bande s'en protège très facilement, ce qui montre que déjà le niveau du monde souterrain est déjà ridicule, alors qu'ils ont même pas passé un demi-tome dedans pour l'instant. Enfin, Nili tout seul, pardon. Et donc Yehan, le traître de la ville, est mal vu par la famille Wu d'avoir emmené tout le monde ici. Est-ce nécessaire de ridiculiser et déceler Yehan alors que Nili est déjà 1 milliard de fois au-dessus de lui? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, bah, va falloir faire avec, parce que c'est déjà tout ce que contient le volume. Des retrouvailles gênantes avec le beau-père pour prendre son ascendant, un entraînement pas intéressant, centré que sur Nili, mais qui augmente tout le monde, et une défense contre un nouveau groupe d'ennemis présenté au volume précédent, mais qui surpasse déjà, et une maltraitance de l'ennemi principal, plus ou moins pour l'instant. Les persos sont vides, les péripéties aussi, on se fait turbo-chier. Je ne comprends pas comment on peut passer de trucs qui étaient pas exceptionnels, mais qui se lisaient bien, à ça. Évidemment, D. Et voilà 18h20, parfait. Je vais pouvoir ensuite passer sur le reste de ma soirée. J'ai fini mes devoirs.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert, récemment, ce que vous avez pensé de ce dont je parle dans cet épisode, à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain 15 h au minimum, peut-être plus tôt, en fonction de comment je travaille, parce que je vais avoir l'épisode 52 à faire, qui va prendre un peu plus de temps, hein. Dedans, il y a 12 œuvres, ce qui est énorme, ça fait longtemps qu'on a pas eu un gros épisode comme ça. Avec 7 mangas, 2 films, 2 jeux et une série, ça va être, bavard. Le célèbre éléphant. Donc je sais pas quand est-ce que je le ferai, et donc quand est-ce que vous l'aurez. Soit demain, soit dimanche prochain, 15 h. Maximum. Vous verrez bien. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à comme bientôt.